ouais, le numérique, vous l'avez sans doute vu, c'est plein d'anglicismes, c'est plein de termes jargonneux. On ne sait pas forcément de quoi on parle et pourtant, c'est hyper important de bien comprendre les enjeux qui se cachent derrière des termes tels que SaaS, modèle on-premise, logiciel libre, propriétaire, etc. Donc, vraiment, vous donner toutes les clés pour faire des choix d'outils en conscience. Et on finira sur la présentation d'une méthodologie pour vous aider à faire un état des lieux, un diagnostic dans vos associations par rapport au numérique, pour vous donner voilà, des pistes d'action, des petits pas à faire pour choisir les outils adaptés au travail de votre association et avec vos parties prenantes, notamment les bénévoles. Et on finira par un petit échange de questions-réponses. J'espère qu'au niveau du programme, ça vous va. Si pas de mobilisation générale contre cette proposition, je voulais commencer par vous présenter ce que c'est Solidatech, parce qu'on est encore assez peu connu et pourtant on peut être utile à pas mal d'associations. Solidatech, c'est un programme numérique, c'est comme une marque, si vous voulez, qui est porté par un chantier d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est situé dans les Deux-Sèvres. Alors, je ne sais pas s'il y a des associations qui sont dans les Deux-Sèvres aujourd'hui parmi nous, et qui est spécialisée dans le réemploi, le reconditionnement de matériel informatique. De ce chantier d'insertion est né Solidatech. Et Solidatech, ça va vous permettre, ça permet aux associations loi 1901 de faire 3 choses. D'une part, d'avoir un accès facilité à des équipements, des logiciels, des solutions numériques à tarif solidaire. Je vais le détailler rapidement plus loin. D'autre part, d'aller un petit peu plus loin et de demander d'avoir accès à du conseil, de l'audit, des formations sur les usages, les enjeux du numérique au sein de vos associations. Par exemple, comment faire son diagnostic et comment choisir les outils adaptés à sa situation. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut intervenir. C'est comme faire appel à des consultants externes, si vous voulez. Et on a tout un volet, ce qu'on a appelé innovation, c'est qu'on va produire pas mal d'études, de guides, de rapports qui permettent aux équipes des associations un petit peu d'ouvrir leur chakra par rapport au numérique, d'en apprendre un petit peu plus sur où en est le secteur associatif par rapport au numérique. On a produit aussi des guides plus opérationnels de comment faire son AG en ligne, par exemple, son assemblée générale en ligne, qui est un gros sujet du moment. Je ne sais pas si vous avez les mains dedans, mais tout ce qui est question de sondage, de gestion des procurations, des pouvoirs, voilà, ça peut être possible grâce à des outils numériques et on produit des guides justement pour vous aider à y voir plus clair. Si je rentre un peu plus dans le détail sur comment est-ce qu'on outille les associations sur le numérique, il y a toute la partie équipement, matériel informatique. Donc, ces équipements professionnels, ces gammes professionnelles, elles sont soit proposées de manière neuve ou reconditionnées par le chantier d'insertion des ateliers du bocage qui porte Solidatech. Donc, ils sont reconditionnés par des salariés en insertion. Donc, ça a aussi un volet social et économique. Ce sont des équipements qui sont accessibles via notre site internet en ligne. Alors, on peut s'y rendre rapidement, solidatech.fr. Je ne sais pas si vous voyez toujours bien mon écran. Merci, ouais, Faustine. Et donc, sur notre site internet, vous pouvez aller sur notre onglet Solutions et aller voir l'ensemble des équipements informatiques que nous avons aujourd'hui au catalogue. Donc, vous y trouverez des écrans, des ordinateurs portables, des tablettes, des imprimantes, voilà. Tout ce qui peut vous servir au quotidien et qui ont une valeur voilà, sociale parce que c'est reconditionné par des salariés en insertion, écologique aussi parce que c'est du matériel du coup qui est réparé, remis en état et revendu. Ça, c'est pour la partie matériel informatique. À titre d'exemple, je vous ai mis voilà, l'équivalent d'un ordinateur portable HP qu'on peut vendre sur ce catalogue en ligne par rapport à ce qu'on peut trouver par exemple chez Darty. Sachez simplement que chez Darty, on vend plus souvent des gammes pour des particuliers. Ce n'est pas forcément les mêmes gammes professionnelles que nous, on peut vendre aux associations, qui sont plus résistantes et plus performantes.
Au niveau des logiciels et des solutions en ligne, nous, notre travail chez Solidatech, ça va être de négocier des tarifs avec des éditeurs de logiciels qui peuvent être internationaux ou aussi français. On essaye de développer notre gamme d'éditeurs de logiciels français. Et donc, vous pourrez trouver, là aussi, via notre site internet, un accès facilité à des logiciels qui touchent à toutes les activités de votre association, que ce soit de la bureautique via le pack office, comme des outils collaboratifs, des antivirus, des outils de gestion graphique comme Adobe, qui est très sollicité, ou des choses peut-être un petit peu plus pointues sur la comptabilité, la gestion d'événements comme AssoConnect ou Caleb Comptabilité, par exemple. En tout cas, c'est des solutions qui sont proposées avec des très fortes réductions, 50% en moyenne. On a des solutions qui sont complètement gratuites pour lesquelles il faut simplement payer des frais de dossier. En fait, c'est des frais qui nous permettent de rémunérer notre équipe support derrière qui vont vous accompagner par téléphone ou à distance sur l'installation de ces logiciels. En tout cas, ça reste intéressant pour des associations. C'est quand même trop dommage aujourd'hui de payer plein pot le pack office ou d'autres outils bureautiques alors qu'ils sont proposés avec des tarifs solidaires via Solidatech. Donc, je vous invite à aller visiter notre site solidatech.fr. Alors juste, Zoé, je me permets de te couper parce que c'est une question auquel on peut répondre très vite. Est-ce que le matériel informatique, vous pouvez l'envoyer jusqu'à la Réunion ou seulement les logiciels, ça fonctionne? Alors, malheureusement, pour le matériel informatique, non. C'est un partenariat c'est quelque chose qu'on a arrêté de faire en 2019 après la crise parce qu'on s'en sortait plus. J'ai beaucoup d'associations qui me posent la question. Alors, si vous avez vraiment besoin d'acheter du matériel, je sais que Back Market, qui est aussi une gamme une plateforme e-commerce qui propose du matériel informatique reconditionné, l'envoie dans les dom-toms. Mais ils ne sont pas forcément spécialisés secteur associatif et ce n'est pas forcément des gammes professionnelles. Malheureusement, c'est un peu la seule alternative vers laquelle je peux vous envoyer aujourd'hui pour la Réunion. Mais j'en suis bien désolée. Et par contre, pour les logiciels et solutions en ligne, là, on est d'accord, peu importe. Peu importe, C'est pas de problème, accessible tout se aussi fait à en la ligne. Réunion. Oui, tout à fait, tout se fait en ligne. Merci. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions sur voilà, les solutions qui sont proposées à notre catalogue, il y a des choses, des processus d'éligibilité qui ne sont pas forcément clairs, évidents pour tout le monde, je vous invite à soit contacter notre équipe support, mes collègues ici en photo. Ce n'est pas un robot qui vous répond, c'est vraiment des vraies personnes, des vrais humains, soit par téléphone, soit par un outil de chat mail qui est accessible depuis notre site internet. Ils s'engagent à vous répondre au-delà de quelques jours ouvrés. Donc, ils peuvent répondre à toutes vos questions. Si vous voulez peut-être y voir un petit peu plus clair ou échanger avec vos pairs, avec d'autres dirigeants associatifs ou d'autres équipes opérationnelles, on participe aussi avec d'autres acteurs du numérique à rendre possible ces échanges, notamment via la plateforme collaborative OpenAsso, qui n'est pas forcément uniquement focalisée sur le numérique. Si vous avez une question, par exemple, sur les ressources humaines, le juridique, vous pouvez poser vos questions sur OpenAsso et des experts, dont Solidatech, vous répondent. Donc, et c'est complètement gratuit. Donc, ça peut être assez intéressant pour débloquer des situations. Et on participe aussi à l'organisation d'événements gratuits de sensibilisation assez généralistes au numérique via les événements résolution numérique. Peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous. Et si vous avez plutôt une sensibilité pour l'écrit, de voir des guides, des rapports, j'en parlais tout à l'heure, on anime, on enrichit de manière hebdomadaire un centre de ressources qui est accessible. Vous avez le lien ici, mais aussi depuis notre site internet. J'y reviens rapidement. Solidatech.fr dans l'onglet ressources et ici centre de ressources. Et on vous propose des articles, des rapports, des astuces, des replays de webinaires pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair dans cet écosystème du numérique. J'avais ma collègue notamment qui a animé la semaine dernière un webinaire sur comment mettre en place votre newsletter associative, par exemple. Donc voilà, plein de conseils pratico-pratiques qui vous sont partagés complètement gratuitement sur notre site internet.
Vous y trouverez aussi des études nationales et les outils d'autodiagnostic qu'on a pu créer et qu'on vient de numériser, digitaliser. Là aussi, je ne m'épanche pas parce qu'on va aborder ce sujet tout de suite après dans le cadre de ce webinaire. En tout cas, vous avez la version dématérialisée de notre outil d'autodiagnostic numérique qui sera accessible via ce lien-là envoyé dans notre présentation. Je m'épanche peut-être un peu plus sur un point assez important. Souvent, on a des associations qui nous demandent si on ne connaît pas des prestataires, des développeurs web, des entreprises d'infogérance qui sont de confiance et qui ont l'habitude de bosser avec le secteur associatif. Et vu que c'était des questions tellement récurrentes qu'on a travaillé à recenser les prestataires avec lesquels on aimait bien travailler, qu'on connaît ou avec qui on a échangé, ou qui nous ont été recommandés par d'autres associations. Et donc, on a créé cette plateforme Prestatech qui permet de recenser l'ensemble des prestataires numériques qu'on recommande et qui peut vous permettre à vous de trouver demain des prestataires d'infogérance, des développeurs web, des programmateurs, enfin, voilà, tous les métiers du numérique dans cette plateforme. Là aussi, le lien sera accessible et cliquable et vous pourrez aller faire fouiller en fonction de vos besoins. Et enfin, pour terminer, toute la partie conseils et formation que nous proposons. Là aussi, vous avez un panorama assez large qui est étayé sur notre site internet. En tout cas, on peut intervenir sur comment faire votre diagnostic numérique au sein de l'association, que ce soit en présentiel ou à distance. Là, je m'adresse aux associations réunionnaises. On a aussi des formations qu'on peut faire à distance sur comment lancer et organiser des réunions efficaces à distance, comment utiliser des outils collaboratifs, comment mettre en place des outils de gestion de la sécurité, des mots de passe, par exemple des antivirus efficaces sur votre ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut intervenir à distance souvent, mais aussi en présentiel en fonction de la demande. N'hésitez pas si voilà, il y a des sujets qui vous parlent et sur lesquels vous aimeriez travailler avec nous, à nous solliciter via l'adresse mail qui est mentionnée juste en bas, contact@solidatech.fr. Ce sera un plaisir de vous répondre très rapidement. Voilà un petit peu pour la présentation de Solidatech. Je m'arrête là pour cette courte introduction. Pour rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir comment développer et évaluer le numérique dans votre association. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais avoir un petit peu votre ressenti par rapport à cette situation un peu bizarre. Alors, bonjour à la personne qui vient de nous rejoindre. Je vous invite simplement à couper votre micro et n'hésitez pas à vous présenter et à participer via le chat. En tout cas, vous arrivez au bon moment. C'était simplement d'avoir un petit peu votre perception par rapport à la situation actuelle un petit peu bizarre, cette année de confinement, de déconfinement. On a pu mettre en place pas mal d'outils numériques. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez votre association par rapport à ça? Est-ce que vous n'avez pas forcément vu d'évolution avant et après la crise? Vous étiez peut-être déjà bien outillé ou au contraire, vous vous sentez bien sans le numérique? Est-ce que la crise sanitaire, ça a été vraiment un boost, un accélérateur pour mettre en place plein d'outils numériques et voilà, vous avez envie de continuer sur cette dynamique? Ou à l'inverse, oui, vous avez été obligé de mettre en place plein d'outils numériques, mais ça tâtonne, ça bloque, il y a des résistances, il y a encore des choses à améliorer. Donc voilà, simplement pour que chacun puisse se positionner, tapez 1, 2 ou 3 dans le chat pour que je puisse voir un petit peu où tout le monde se trouve. Alors, je vois qu'il y a pas mal de numéro 2. Super, donc on est plutôt dans le côté positif, dynamique du changement. Quelques 3 quand même, ouais, on sent qu'il y a encore quelques pistes d'amélioration. Mais grosso modo, ok, c'est plutôt 2. Ah, ça, c'est top, parce que pour les autres webinaires que j'ai pu animer, on était plus dans un sentiment de « Ah, c'est compliqué, on a du mal, on ne sait plus comment faire, on est complètement bloqué. » Impeccable. Donc, ouais, plutôt 2. Très bien. Donc, plutôt des gens qui sont sur une dynamique numérique positive. Super, je vois encore quelques réponses qui apparaissent. Ok, plutôt 2 de Fabrice. Très bien.
Eh bien, impeccable. Si vous êtes sur cette dynamique d'avancer, de vous appuyer sur tous ces nouveaux modes de fonctionnement, tous ces nouveaux usages qui apparaissent, peut-être ce que je vais vous dire va davantage vous parler, puisque vous l'avez peut-être perçu, senti. Là, on est dans un contexte où on a essayé plein de choses, peut-être trop de choses. Les outils se sont multipliés et on a un petit peu du mal à trouver de la cohérence dans tout ça, à homogénéiser ou au moins faire que l'ensemble des personnes, des bénévoles ou des salariés qui travaillent dans votre association utilisent les mêmes outils. Là, je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a vraiment un enjeu à retrouver une approche globale, une approche stratégique du numérique, chose qui n'était pas forcément évidente avant. Donc là, je vous invite vraiment à questionner la cohérence des outils numériques que vous utilisez ou que vous souhaiteriez utiliser avec votre projet associatif. Concrètement, c'est de se dire, est-ce que c'est cohérent aujourd'hui d'animer une page de Instagram, qui est un réseau social assez connu avec des images ou des vidéos, alors que notre projet associatif, il touche davantage des plus de 35 ans. Et on sait que sur Instagram, c'est un réseau social qui touche davantage les 15-25 ans. C'est vraiment avoir ce genre de clé de questionnement en tête. C'est aussi de se dire, OK, on utilise par exemple des outils de discussion instantanée comme des groupes WhatsApp, comme des messageries instantanées telles que Slack, Rocket Chat pour ceux qui connaissent, ou Teams, mais qu'on ne s'est pas forcément questionné sur à quoi ça doit servir, qu'est-ce qu'on a envie de partager, quel genre d'informations on a envie d'échanger avec les bénévoles ou avec les salariés. Est-ce que c'est quelque chose, une information formelle, plutôt informelle? C'est une question qui est hyper importante parce que vous l'avez peut-être vu, si vous avez mis en place des groupes WhatsApp, par exemple, si on ne s'est pas posé cette question-là avant, on se retrouve avec un fil de discussion à rallonge, on ne s'y retrouve plus. Chacun partage des informations de niveaux différents, des blagues en même temps que des infos sur les recherches de financement. Bref, on perd complètement l'utilité de cet outil-là qui, en ayant cette réflexion-là de pourquoi, à quoi ça doit servir, aurait pu vous éviter pas mal de questionnements ou de blocages par la suite. Il y a aussi la question de la pérennité qu'on oublie souvent. Aujourd'hui, vous utilisez peut-être Teams, un outil Dropbox pour stocker vos fichiers ou les partager, mais qui administre cet espace? Qui va faire en sorte de répéter les règles d'usage en disant ah ben non, là, vous partagez plus vos mails, vos documents par mail, on a une Dropbox et voici comment on l'utilise. Finalement, la mise en place d'outils numériques, c'est beaucoup de répétition et donc il faut des personnes qui soient en charge de porter ce changement, de répéter les règles, de faire le tri aussi en disant bah non, là, Dropbox, ça ne sert pas à mettre les photos, ça sert pour autre chose et de rappeler et de faire ce tri-là que personne ne fait et sinon notre Dropbox se remplit et plus personne n'y va parce que plus personne ne s'y retrouve. Donc la question de la pérennité est aussi extrêmement importante. Dans le contexte où vous commencez à mettre en place des outils numériques, là je m'adresse plutôt aux associations qui ont dit qu'elles étaient plutôt sur des usages qui peinaient encore un petit peu, que la crise avait bousculé les manières de faire, mais qu'on ne se sentait pas encore très à l'aise. Il y a la question de est-ce que les outils numériques qu'on utilise aujourd'hui sont adaptés au niveau de maîtrise des utilisateurs, bénévoles ou salariés? Est-ce que c'est adéquat aujourd'hui de demander à mes collègues d'utiliser un outil très pointu de suivi de la relation des partenariats, CRM en bon anglicisme, Customer Relationship Management, en gros un outil qui vous permet de faire le suivi des interactions que vous avez eues, des mails que vous avez échangés, à quel moment, etc. Donc quelque chose de très pointu, alors que les équipes ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique. Il y a des personnes qui ne savent même pas utiliser un ordinateur. Ça, c'est des questions aussi qu'il faut se poser avant toute chose, ou du moins se les poser alors qu'on voit qu'il y a des freins qui sont remontés, pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des formations, peut-être faire des binômes entre des personnes qui se sentent très à l'aise avec des personnes qui sont peut-être moins à l'aise.
Donc voilà, il y a plein de petites choses à penser pour que personne ne se sente à côté de la plaque ou n'arrive pas à se raccrocher au wagon. Et là, vraiment, la question de la formation, quand on met en place un outil numérique, elle est là aussi extrêmement importante. Donc, on voit dans tous ces questionnements que le numérique, ça bouscule complètement notre manière de faire, nos modes de fonctionnement, et que ce n'est pas si facile, finalement. Ce n'est pas que mettre un outil numérique en place, c'est plein de questionnements stratégiques, humains, techniques, qu'il faut se poser en amont. Maintenant, si je raccroche un petit peu le wagon avec le bénévolat et voir comment ça s'est passé chez vous ces derniers mois. Du coup, je me pose la question de si vous avez proposé des missions de télébénévolat ces dernières semaines, ces derniers mois. Télébénévolat, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas encore, ce sont des missions de bénévolat à distance. Donc, les bénévoles sont chez eux et depuis leur ordinateur peuvent faire des demandes de financement, travailler sur le contenu du site internet, mettre à jour des flyers, enfin voilà, ces petites choses-là. Donc, est-ce que parmi vous, il y a des associations qui ont mis en place, qui ont proposé des missions de télébénévolat? N'hésitez pas à réagir dans le chat, pareil que pour la fois précédente. Alors, je vois qu'il y a, ouais, c'est encore assez mitigé, des personnes qui en ont proposé, pas forcément. Ah, mais il y a quand même une grosse majorité. Ouais, il y a des oui qui tombent. Des gros oui même. Ah ouais, super. Des personnes enthousiastes sur le télébénévolat. Alors oui, forcément le télébénévolat, si vous en faisiez déjà effectivement, Isabelle, et vous en avez perdu en route. Ok, on va voir pourquoi. Donc, ok, là aussi, je suis assez surprise de voir qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont mis en place des missions de télébénévolat. Ok, Isabelle, c'était pas pour marquer votre enthousiasme du coup d'avoir des majuscules. Super. Mais alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous peuvent m'en dire un petit peu plus sur comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez proposé à distance et comment est-ce que vous percevez aujourd'hui la situation. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien ou vous sentez que ça rame encore un petit peu? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite partager un petit peu son expérience sur le télébénévolat avec les autres. N'hésitez pas à prendre la parole du coup à activer votre micro. En tout cas, je pense que ça peut servir les associations qui n'ont pas forcément lancé de télébénévolat. Je pense à Cédric, par exemple, vous aviez l'air de partager plein de choses. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Promis, je ne mords pas. Oui, bonjour. Bonjour Cédric, merci. Alors, bon, nous, on n'a pas fait le télébénévolat, je ne comprends pas vraiment le terme. Après, bon, les réunions qu'on a fait, c'est entre nous, entre collègues, parce que forcément, on ne pouvait plus se retrouver à cause du confinement. Ou on a fait aussi des réunions à distance avec des organismes, comme notamment SEV récemment, hein, puisqu'on est éligible. D'accord. Et voilà, donc là, on est en train de travailler. Justement, ben, l'idée, c'est de mettre des outils en place collaboratifs. Donc, eux, ils ont leurs propres outils, mais on est plus sur du mail, ce qui me satisfait moyennement. Et voilà, donc moi, je suis en train de chercher des trucs du style Agora-Kit, Agora, ou des plateformes où on peut échanger, faire du visuel en même temps, travailler un document à plusieurs, le faire évoluer, ainsi de suite. Voilà, c'est ça qu'on fait vraiment à distance aujourd'hui. On a mis en place un NAS pour nos employés aussi, du coup. Ouais. Mais on n'a pas par contre, de gestion à distance, de bureau à distance. On ne fait pas ça. Un NAS, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, c'est des serveurs qui permettent de stocker des documents et du coup, on peut travailler depuis chez soi et accéder aux documents de son association, de son entreprise. Comme une Dropbox, mais en privé. Voilà, exactement. Très bien. Ok, donc vous êtes dans ces questionnements-là de quels outils collaboratifs on peut mettre en place pour aller un petit peu plus loin. Super. Ouais. Merci Cédric. Je voyais aussi Thierry qui disait que vous, ça faisait pour le coup très longtemps que vous faisiez du télébénévolat, donc du travail avec vos bénévoles et vos salariés à distance. Je ne sais pas si vous souhaitiez nous en dire un petit peu plus sur comment ça s'est passé pendant le confinement et
Est-ce que vous sentez que c'est une dynamique qui va continuer dans les prochains mois? Et puis, ouais, déjà ça. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc moi je suis bénévole au sein de la Fédération française de cyclotourisme en département, hein, sur Dijon. Je suis dans un club de vélo au niveau départemental et au niveau régional auprès de la FFCT. La FFCT a déjà engagé depuis de nombreuses années un environnement Microsoft SharePoint, donc c'est vrai que nous, on est déjà plus à même d'utiliser ces outils-là. Donc la crise sanitaire a juste favorisé encore un peu plus cet usage. Donc voilà. Et c'est quoi un petit peu le profil des bénévoles avec qui vous travaillez à distance? Est-ce que vous sentez qu'il y a des tendances particulières ou c'est Alors, tout le monde qui en fait, s'y est mis, ouais, dans le vélo, c'est énormément des retraités. D'accord. Et en fait, on a 50% qui sont hyper connectés, 50% qui ne le sont pas du tout et qui sont réfractaires. Donc, il faut juste, on navigue entre les deux mondes, mais ça se passe très bien. Et comment est-ce que Celui qui ne sait pas faire, en fait, il demande à un autre ou il se fait épauler s'il a une tâche à faire avec des outils numériques. Donc, ça se passe très bien. Il y a des échanges qui sont un peu plus par binôme, voilà, on va dire. D'accord, oui, par binôme. Du coup, vous avez mis en place quelque chose d'informel. Les personnes savent vers qui se tourner ou il y a carrément quelqu'un ou des binômes qui sont bien définis. Comment est-ce que vous aviez… En fait, oui, c'est de manière informelle et après, les binômes, ils se sont établis et puis après, c'est des vieux couples, en fait, on va dire. Ouais. Voilà. Des gens qui se connaissaient déjà d'avant. Oui, c'est tout à fait. Donc là, on retrouve vraiment la question de la formation et comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui sont les moins à l'aise. On peut faire des binômes. Il y a certaines associations qui ont mis en place aussi des référents numériques. Souvent des personnes qui travaillaient soit dans la communication digitale ou voilà, qui avaient un petit peu cette fibre numérique qu'on n'a pas tous, mais du coup qui ont été mandatés de manière officielle par le conseil d'administration ou par l'équipe et à qui on a permis de dédier un petit peu de leur temps pour accompagner leurs collègues, pour accompagner les bénévoles sur l'utilisation des outils numériques. En tout cas, c'est quelque chose d'hyper important, savoir vers qui on peut réorienter en cas de problème et qu'on ne laisse pas les gens sans solution en disant tu te débrouilles parce que ça peut être une manière de frustrer les personnes voilà, qui se sentent un petit peu abandonnées et voir qu'elles abandonnent complètement leur bénévolat. Et c'est bien dommage. On sait qu'aujourd'hui, à quel point c'est précieux d'avoir des bénévoles actifs et à quel point c'est compliqué d'en recruter. Merci en tout cas pour vos partages sur le télébénévolat. Ce qui corrobore pas mal les résultats d'une étude. Je ne sais pas si vous l'avez vue passer. En tout cas, elle est hyper intéressante et je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil. L'étude de Recherche et Solidarité. Recherche et Solidarité, c'est une association qui fait pas mal d'études sur le secteur associatif, notamment le numérique et le bénévolat. Et ici, vous avez voilà, un petit graphique d'une étude sur le bénévolat qu'ils ont réalisée en mars 2020 pour comprendre un petit peu comment se sentaient les bénévoles par rapport à leur pratique pendant la crise sanitaire. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit que déjà pour 17% des bénévoles qui ont répondu, le télébénévolat, ça a été une première. Et on voit, et l'étude le montre très bien, que le télébénévolat, donc le fait de travailler à distance grâce à des outils numériques proposés par l'association, ça a été une manière de garder le contact avec ces personnes et de faire qu'aujourd'hui, elles continuent de remplir des missions bénévoles à distance. Ce qui est aussi frappant, c'est qu'on voit qu'il y a un vrai rôle pour l'association de proposer des missions de télébénévolat. Donc, le faire que l'association a mis en place les outils adéquats, a expliqué comment ça marchait, a expliqué les process aux bénévoles, pour qu'ils puissent poursuivre, même depuis chez eux, leur mission. Donc, vraiment, la proactivité de l'association est essentielle finalement pour garder le lien avec les bénévoles. Et on verra que la tendance du télébénévolat, elle va s'accentuer. Elle va s'accentuer, pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux profils qui étaient, peut-être plus difficiles à capter dans le monde avant la crise. Je pense notamment aux moins de 25 ans, aux bénévoles qui dédiaient très peu de temps, quelques heures par an ou par semaine, donc on avait un petit peu du mal à retenir ces bénévoles très ponctuels. Pour ça, le télébénévolat, ça a été un déclencheur et on peut se dire que voilà, si les pratiques se poursuivent, eh bien, c'est des personnes sur lesquelles on va pouvoir de plus en plus compter. En tout cas, c'est
C'est ce que montre l'étude de Recherche et Solidarité. C'est aussi une pratique qui a permis de fidéliser certains profils bénévoles, des profils plus actifs, je pense aux 25-34 ans, voilà, qui travaillent, qui ont différentes activités et qui n'avaient pas forcément de temps pour se déplacer, intervenir lors d'une assemblée générale ou voilà, se rendre dans les bureaux. Et en tout cas, le télébénévolat leur a permis quand même de s'investir dans des associations depuis chez eux. Et ça m'a plus surpris, les 60-70 ans, pardon, des personnes qu'on aurait pu penser peut-être moins à l'aise, mais en tout cas qui s'y sont retrouvées dans le télébénévolat. Donc là aussi, ne nous arrêtons pas sur des stéréotypes, mais en tout cas, c'est des personnes voilà, qui, à cause du contexte sanitaire peut-être, ou peut-être une appétence en croissance pour ces outils-là numériques, qui ont pu voilà, mettre la main dans le cambouis et utiliser des outils numériques à distance. Donc voilà, on est vraiment sur une pratique en croissance, ce qui fait que les associations, je pense notamment aux vôtres, peuvent aussi se poser ces questions de comment est-ce qu'on va pouvoir voilà, continuer de mobiliser nos bénévoles à distance. Et c'est des questions qui sont aussi très similaires à comment est-ce qu'on va pouvoir poursuivre le télétravail pour des équipes voilà, de plus en plus éclatées dans différentes antennes, dans différents territoires. Les outils numériques, pour ça, sont assez intéressants. Alors, maintenant que vous avez vécu ces mois, vous avez survécu à ces mois compliqués, vous avez pu mettre en place des outils numériques. On a vu, certains se disent dans la pente ascendante, d'autres voilà, commencent à avoir peut-être quelques réticences, quelques résistances. Avec tout ce vécu-là, toute cette expérience que vous avez accumulée, selon vous, comment est-ce qu'on peut rater, vraiment complètement foirer, la mise en place d'outils numériques pour travailler avec ses bénévoles ou avec ses salariés? Là aussi, c'est vraiment une question libre pour voir un petit peu comment chacun se positionne par rapport à ça. N'hésitez pas à réagir via le chat. Ça nous permettra d'aborder la question de comment préparer la mise en place d'outils numériques. Donc, comment est-ce qu'on fait vraiment pour tout foirer et faire que personne n'utilise les outils numériques qu'on a voulu mettre en place dans son association? N'hésitez pas voilà, à balancer le jus de cerveau via le chat pour que je vois un petit peu comment... Alors, ouais, avoir une présidente qui ne soutient pas les outils. Ça, c'est effectivement un sujet. La question du leadership numérique. Faire que les personnes qui ont un pouvoir de décision comprennent les enjeux et à quel point c'est important et à quel point ça peut être bloquant, effectivement. Une mauvaise connexion, un matériel non compatible. Ouais, donc là, on touche à des questions techniques de compatibilité. Mauvaise volonté des personnes concernées. Oui, il y a aussi le facteur humain. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va vouloir utiliser les outils numériques qu'on lui propose ou pas? Est-ce que c'est par manque de compétences, par peur de bousculer voilà, son quotidien ou qu'on lui rajoute encore quelque chose à faire alors que les missions, les tâches quotidiennes sont déjà suffisamment remplies? Oui, pas toujours simple de trouver l'outil collaboratif qui va à chacun, oui, effectivement, de comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver, est-ce qu'on n'a pas peur de se tromper dans le choix d'un outil collaboratif? Effectivement, on est là aussi la question de la formation, ne pas former les personnes, ça c'est le meilleur moyen pour que tout le monde abandonne, ou du moins qu'on se focalise sur ceux qui savent l'utiliser et puis qu'on oublie le reste. La peur de sortir de sa zone de confort, effectivement, ouais. Manque de motivation. On sent quand même qu'il y a le facteur humain qui ressort beaucoup, de personnes qui ont peur, qui sont réticentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, je trouve, encore trop souvent dans la mise en place d'un outil numérique. Bénévoles trop âgés qui habitent loin et qui ont une mauvaise connexion. Alors effectivement, oui, la mauvaise connexion, malheureusement, on ne va pas pouvoir
y apporter beaucoup de réponses parce que là, mis à part le fait d'appeler Orange ou son opérateur Internet, on n'a pas forcément beaucoup la main. Mais effectivement, la question de l'humain, elle est importante et financière et technique, effectivement. Je le disais, ça ressort beaucoup de vos échanges, c'est que la mise en place d'un outil numérique, c'est finalement pas si simple. Ça doit répondre à plein de questions différentes qu'il va falloir peut-être réfléchir en amont et mettre en résonance, mettre en cohérence avec ses enjeux du moment, avec son projet associatif. On en discutait tout à l'heure, le fait de questionner la cohérence des outils avec ses objectifs, avec son projet associatif. Le fait de considérer ce qu'on appelait la singularité de chaque projet, c'est donc pas répliquer par le bouche à oreille, ah bah ouais, Teams, ça a très bien marché chez une association que je connais bien, du coup ça va aussi marcher chez moi. Et ben non, c'est pas aussi simple que ça. On a tous des équipes qui sont différentes, des niveaux qui sont différents. Donc, ça ne vous évitera pas le fait d'aller questionner vos bénévoles, questionner vos salariés sur est-ce que vous êtes à l'aise, pas forcément à l'aise, est-ce que vous souhaiteriez plutôt tel ou tel outil. Donc là, vraiment, je vous invite à voir la mise en place d'un outil numérique comme un projet en soi. Et pour ça, nous, on propose un petit peu cette infographie pour l'illustrer, c'est de se dire que pour chaque outil numérique qu'on va pouvoir mettre en place, il va falloir nommer un responsable, un chef de projet. Il va falloir ensuite que cette personne puisse aller questionner l'ensemble des potentiels utilisateurs, donc c'est les salariés, mais aussi les bénévoles qui vont pouvoir faire du télébénévolat, par exemple. Et donc de voir comment est-ce qu'ils se situent par rapport au numérique, est-ce qu'ils sont à l'aise, pas à l'aise, quelles sont leurs attentes, leurs envies, qu'on puisse analyser tout ça et définir les contraintes. Mes bénévoles, ils n'ont pas forcément une très bonne connexion. Donc ça, c'est quelque chose que je dois garder en tête. Mon association n'a pas forcément de budget extensible, donc il faut que je garde aussi ça en tête pour pouvoir définir une liste d'outils adaptés qu'on va pouvoir ensuite aller tester, voir à quoi ça ressemble, les fonctionnalités phares, et qu'on va pouvoir ensuite mettre doucement, progressivement en place. Généralement, ce qu'on dit entre l'étape 1 et l'étape 8, il peut se passer plus ou moins 1 an. Donc, vous voyez, un an, c'est long. On voit que c'est fastidieux quand même comme travail. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais en tout cas, c'est un calendrier à avoir en tête. Bien sûr, certaines équipes vont être beaucoup plus, en fonction de leur appétence, etc., elles vont être beaucoup plus force de proposition et à l'écoute. Mais pour d'autres, l'équipe, il va falloir mobiliser l'équipe d'une certaine manière et ça va pouvoir prendre beaucoup plus de temps. En tout cas, l'étape 1, 2, 3 et 4 est hyper importante pour s'assurer que tout le monde se sente inclus et qu'on ne se retrouve pas à la fin avec un outil qu'on a mis 1 an à choisir et à mettre en place, mais que personne n'utilise parce que ça ne correspond pas du tout à nos envies, à nos besoins, à nos attentes. Vous sauverez beaucoup de temps en mobilisant bien et en communiquant bien avec l'ensemble de vos parties prenantes. En tout cas, c'est du temps de gagner. Une fois que vous avez ce cheminement un petit peu par étapes en tête, là, il s'agit finalement de faire les bons choix. Pour faire les bons choix dans le numérique, il faut déjà comprendre de quoi on parle. Donc là, l'idée, c'est vraiment de commencer par remettre les choses un petit peu au clair, avec des termes qu'on utilise tous les jours, mais qui ont des enjeux un petit peu cachés, qu'on n'a pas forcément en tête. Déjà parler du cloud computing, vous en avez sans doute entendu parler, l'informatique dans les nuages. Ça, c'est hyper développé. Si vous utilisez Facebook, Dropbox ou Gmail, vous utilisez un outil cloud. C'est un service sur Internet. Vous avez besoin d'avoir une connexion Internet, du coup, pour accéder à des documents, à vos mails, à distance. Il faut donc penser à une connexion Internet suffisante. Et l'enjeu qui se cache derrière, c'est finalement l'hébergement de vos données, de vos informations, de vos mails, de vos contacts, par exemple sur votre Gmail ou sur votre Dropbox.
Et ça, notamment si vos données sont sensibles. Je fais référence au RGPD quand on traite de données de santé liées à l'orientation sexuelle, politique, religieuse. Voilà, ça, ce sont des données sensibles. La question de l'hébergement des données, de ces données-là dans un outil cloud, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la législation du pays dans lequel se trouve le serveur qui héberge vos données, c'est la législation du pays qui s'applique. Par exemple, si votre serveur de votre outil cloud se trouve aux États-Unis, c'est la législation américaine qui s'applique et non la législation européenne qui est plus protectrice et plus stricte via le RGPD. Donc, finalement, c'est de se poser la question, est-ce que moi, en tant qu'association, j'accepte de donner le contrôle de mes données à un serveur potentiellement dans un pays autre en dehors de l'Europe? Et si oui, qu'est-ce que ça implique? Comment sont gérées ces données, etc. Ce sont des informations que vous pouvez aller questionner directement les éditeurs de logiciels. Dans certains cas, dans leur FAQ, voilà, il y a des petites alertes qui peuvent vous être données. En tout cas, c'est quelque chose d'hyper important à avoir en tête quand on choisit un outil cloud numérique. Si je poursuis dans les outils cloud, vous allez souvent entendre parler de on-premise versus SaaS. Il s'agit ici de deux modèles de licences différents. Alors, pour être peut-être un peu plus explicite, j'ai fait une analogie avec le restaurant. Dans un modèle on-premise, un modèle de licence on-premise, c'est de se dire qu'on va acheter une licence une fois. Si vous avez connu les CD-ROM, vous avez pu acheter, par exemple, votre outil bureautique, Pack Office, par exemple, sur CD, vous l'achetiez à la FNAC et vous l'installiez sur votre ordinateur en local. Aujourd'hui, on n'a plus de CD, c'est aussi téléchargeable sur Internet, mais le principe reste le même. Vous achetez, vous téléchargez une seule fois, vous l'enregistrez sur votre ordinateur, vous l'utilisez au quotidien, ça fonctionne pendant 3-4 ans. Et puis, quand il y a une mise à jour à faire, quand il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont développées, eh bien, il va falloir acheter une nouvelle version, acheter une nouvelle licence. À l'inverse de ce modèle-là, on a le modèle de licence SaaS. C'est le fait de payer un abonnement mensuel, annuel, à un éditeur de logiciels pour vous permettre d'accéder à une solution dans le cloud, dans les nuages, donc accessible via Internet. Si je fais la métaphore du restaurant, c'est de se dire que dans le on-premise, c'est comme manger une pizza à la maison. On va fournir l'infrastructure, les ingrédients, les matières premières pour faire notre pizza. C'est-à-dire qu'on va fournir un ordinateur, une connexion Internet, l'électricité, et que si la pizza n'est pas bonne, si elle est trop cuite ou qu'il y a un problème de four, c'est pour votre pomme. C'est pareil pour le numérique. S'il y a des bugs informatiques, si vous n'avez pas fait les sauvegardes, si vous n'avez pas fait la maintenance, eh bien, c'est votre problème. À l'inverse du SaaS, donc c'est comme dîner au restaurant, c'est de se dire que l'éditeur de logiciel fait tout et vous ne faites presque rien. Vous allez simplement fournir l'infrastructure principale qui est votre ordinateur et une connexion Internet, et l'éditeur de logiciel va faire le reste, va fournir les ingrédients, va fournir l'infrastructure, donc l'hébergement, la maintenance, les bugs, le développement de nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est l'éditeur de logiciel qui gère et vous n'avez rien à faire. C'est important de se poser la question de est-ce qu'on veut plutôt des outils sur une modèle de licence on-premise versus SaaS, parce qu'on va se poser les questions de est-ce que déjà j'ai besoin d'avoir accès à des solutions numériques à distance? Est-ce que j'ai les compétences internes ou externes, si je fais appel à un prestataire technique, pour faire la maintenance, les sauvegardes de mes données? Et est-ce que surtout j'accepte de donner le contrôle de mes données à un éditeur de logiciels, ça je pense notamment dans le SaaS, ou est-ce que au contraire mes données, j'ai envie de garder le contrôle dessus, du coup je préfère qu'elles soient enregistrées localement
sur mon ordi et du coup, je vais plutôt préférer un modèle de licence on-premise. Voilà, donc ça, c'est des questions à bien garder en tête. On est d'accord par contre, Zoé, que ce soit du SaaS ou du on-premise, les deux, on peut trouver quand même des outils gratuits. Par Oui. contre, là où on peut avoir une vigilance, c'est qui dit outil gratuit dit forcément des fois contrepartie, notamment récupération des bases de données, etc. Bien sûr. pour par la suite revendre. Oui, oui, ça fait partie des modèles économiques. On le verra tout de suite sur les outils libres. Je pense à Gmail, par exemple, vous l'utilisez peut-être de manière gratuite. Sachez que si vous êtes gratuit, si c'est un outil gratuit, c'est que vous êtes le produit. Donc, généralement, Google ou Facebook va réutiliser vos données pour les revendre par la suite. Donc là aussi, ça pose certaines questions, effectivement. Mais vous pouvez tout à fait trouver des outils gratuits ou payants, que ce soit on-premise ou en SaaS. Un petit laïus sur les outils collaboratifs, parce que si vous avez travaillé à distance, la question s'est sans doute posée à vous. Souvent, quand on met en place un outil collaboratif, on ne fait pas forcément la différence entre deux finalités différentes, qui est de on a envie de collaborer versus on a envie de coopérer. La coopération, c'est peut-être le modèle qu'on connaît tous, où chacun, en fonction de ses compétences, va apporter sa pierre à l'édifice et l'agrégation de ces différentes compétences va aboutir à un projet final. Je prends l'exemple d'une recherche de financement, par exemple. Je vais mobiliser la chef de projet, la comptable, la chargée de communication et chacune va travailler sur sa partie, sur la partie com, sur la partie budget, sur la partie contenu. Et l'agrégation de ce travail-là va faire la demande de financement. Là, on est vraiment dans de la coopération où on a une division des tâches très précises. Chacun sait ce qu'il doit faire et ce sur quoi il doit être mobilisé. Ce qui est différent dans l'état d'esprit aujourd'hui des outils collaboratifs, où là, on va demander à chacun de commenter, de modifier des documents, de réagir. Là, on n'est plus sur cette division des tâches très séparées, puisqu'on va demander à des personnes dont ce n'est pas forcément le métier, dont ce n'est pas forcément la mission principale, d'intervenir, de réagir sur une demande de financement. C'est-à-dire que la comptable, tout comme la chargée de communication ou la chef de projet, va pouvoir modifier le budget, la communication, le contenu du projet en fonction de ce qu'il lit, de son approche, de son point de vue. Mais que l'ensemble de ces retours-là va produire une demande de financement finale. C'est une approche qui est un petit peu différente. On n'a pas forcément besoin en fait d'un outil collaboratif. Souvent, le fait de mettre en place une Dropbox qui permet d'accéder à des documents à distance suffit. On n'a pas forcément besoin de pouvoir coécrire ou modifier en simultané un document. En tout cas, c'est une question qu'il faut se poser avant de choisir un outil collaboratif. Et si je poursuis sur les outils numériques, pour terminer, sur les outils libres, là aussi, il y a pas mal d'idées reçues. Alors, un outil libre, peut-être que vous en utilisez déjà si vous êtes sur Firefox en navigateur web ou si vous utilisez VLC en lecteur vidéo. En tout cas, on utilise peut-être sans savoir des outils libres. Un outil libre, ça répond à 4 libertés fondamentales, qui est la liberté d'utilisation, la liberté de modification, puisque le code source, la recette de base est accessible à tous, la liberté de pouvoir le redistribuer comme on veut, à qui on veut, sans forcément demander l'autorisation au propriétaire initial, et la liberté, bien sûr, de publication. Ça, tout le principe du libre, vous pouvez tout à fait le retrouver auprès de réseaux spécialisés comme Framasoft ou l'April, pour n'en citer que quelques-uns. En tout cas, en outil libre, ça n'est pas forcément gratuit. Certains outils vont avoir un coût dans leur utilisation parce qu'il va falloir les paramétrer, il va falloir les installer. Parfois, il faut faire appel à des spécialistes pour le faire, ou il faut payer un hébergement. Ou parfois pas. Je pense par exemple aux outils Framasoft comme Framadate, Framapad, voilà, ces outils qui sont mis à disposition par l'association Framasoft
de manière gratuite, mais vous pourrez trouver ces mêmes services-là qui sont proposés par d'autres associations ou entreprises et qui, elles, font payer un coût. Donc, outil libre ne veut pas forcément dire outil gratuit. Là aussi, c'est une question à bien avoir en tête. Voici quelques termes qu'on a pu démystifier ensemble. Là, c'est vraiment une liste non exhaustive. L'idée que je voulais vous faire passer ici, c'est déjà de bien être au clair soi-même sur les termes du numérique pour qu'on puisse en parler, nous, autour de nous, en équipe, et pour qu'on puisse aussi entamer une démarche d'acculturation collective de l'équipe. Donc, pour que tout le monde puisse raccrocher les wagons. Juste pour info, Zoé, il est -5. Ouais. Bah, du coup, c'est très bien parce que j'avais abordé la présentation rapide d'une méthodologie pour que vous puissiez repartir avec quelque chose de concret aujourd'hui dans vos associations. Une fois que vous avez compris cette méthodologie de projet, le fait que c'est hyper important de pouvoir acculturer l'ensemble de l'équipe. On parlait des présidentes tout à l'heure qui ne soutenaient pas forcément la mise en place d'outils numériques. C'est peut-être simplement parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas les enjeux, on ne comprend pas les termes, d'où l'intérêt d'en parler ensemble. L'idée, là, c'est d'aller un petit peu plus loin et de faire un diagnostic pour se dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le numérique, qu'est-ce qu'on utilise et qu'est-ce qu'on pourrait utiliser demain. C'est des questionnements qui sont assez complexes et pour ça, on a mis en place une méthodologie avec un outil assez précis. L'idée, là, c'est vraiment d'aller questionner votre organisation, votre équipe. Bien sûr, si vous travaillez avec des bénévoles, je vous invite vraiment à aller leur poser la question de comment est-ce qu'ils se situent par rapport au numérique. Est-ce qu'ils ont envie de tester certains outils? Est-ce qu'ils ont envie de travailler à distance? Si oui, à quelle échelle, à quelle fréquence, etc. Donc, allez les impliquer. Mais là, je vais me focaliser surtout sur l'échelle de l'organisation. Pour ça, on a travaillé un petit questionnaire d'une 60aine de questions. Vous pouvez répondre en équipe. Généralement, ça prend un peu moins d'1 heure. Ça aborde différents piliers qui sont cités ici. Gagner en visibilité sur le web, animer votre communauté, travailler collaborativement. L'idée, c'est vraiment de se poser toutes les questions 360 degrés du numérique dans votre association. Ça se présente de cette manière. Hop, donc là, je vous mets le questionnaire d'un seul pilier où on vous pose des questions à chaque fois de la plus simple à la plus compliquée. Et on va vous demander est-ce que vous utilisez une charte graphique aujourd'hui? Oui, vous l'utilisez, c'est un travail en cours. Non, vous n'en avez pas besoin, ou au contraire, non, et vous en avez besoin, ou je ne sais pas. L'idée, c'est de pouvoir parcourir cette 60aine de questions, de pouvoir un petit peu isoler les réponses où vous avez dit non et vous en avez besoin, parce que c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler et prioriser, et de pouvoir retranscrire ces réponses-là dans cette grille. Ça va vous donner vraiment une vision à 360 degrés des outils que vous utilisez aujourd'hui, ceux que vous souhaiteriez planifier. C'est vraiment un outil de base de discussion pour votre équipe avec votre conseil d'administration pour voir comment est-ce que vous allez prioriser tout ça. Donc là aussi, hyper important de pouvoir faire ce travail et de pouvoir engager tout le monde en équipe. Cet outil, ce questionnaire, il sera bien sûr accessible via le petit lien URL qui est dans la présentation. Donc, vous pourrez tout à fait y avoir accès et le tester en équipe. Et puis, je vous ai mis le lien aussi là dans le chat en direct, mais n'hésitez pas à revenir vers moi s'il vous le refaut de nouveau, je vous retransmettrai. Oui, très bien. Je ne m'arrête pas plus loin parce que je crois que j'ai largement débordé mon temps de parole et je voulais quand même vous laisser quelques minutes pour qu'on puisse répondre à vos questions. Je ne sais pas si ça te va, Faustine. Ça me va très bien. Avant de vous laisser la parole, il y avait eu dans le chat, du coup, quand il y a eu la question sur l'équipement informatique, du coup, à la réunion, une personne a donné les coordonnées d'une structure qui s'appelle l'ACI Informatique Pannonnaise, a priori, qui fait pareil du reconditionné, etc., à caractère social, réinsertion, etc. Donc voilà, il y a un petit Solidatech, un petit atelier du bocage, en tout cas, à la Réunion. Donc voilà, c'était des coordonnées intéressantes. Il y avait juste une question, si tu connaissais des outils cloud hébergés en Europe? Alors, en outil libre, vous avez Nextcloud. On a eu des super retours. Nous, ça fonctionne très bien. C'est un outil très puissant qui permet plein d'autres choses. La coécriture en simultané, mais vous avez aussi partage d'agenda,
messagerie instantanée entre collègues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. On a une solution française au catalogue Solidatech d'ailleurs qui s'appelle Net Explorer. Donc là, c'est hébergé en France pour le coup. Vous avez les outils Office 365 qui sont, vous pouvez cocher le fait d'enregistrer vos données en Europe, mais de mémoire, c'est une option payante, pas forcément évidente. Ok, donc Nextcloud, Next Explorer. Ouais. Ok. J'avais une autre question. Donc là, à l'instant, est-ce qu'il y a une page sur le site internet qui synthétise les infos sur les outils collaboratifs? Est-ce que vous, sur Solidatech, vous avez quelque chose sur les outils collaboratifs? Oui, on a un guide sur les outils collaboratifs pour permettre le travail à distance qui est accessible depuis notre centre de ressources dont je vous parlais tout à l'heure, donc sur notre site solidatech.fr. Et alors là, il faudra peut-être que je vous envoie directement le lien, mais en tout cas, il existe. Moi, sinon, tu me le mettras avec ta présentation, puis je les mettrai avec. Moi, j'en profite également. Du coup, sur le chat, je vous mets également notre page pour notre lien pour notre page outils et ressources sur le site www.mam.fr. On a une fiche pratique qui s'appelle les outils numériques au service de l'association, où il y a notamment une partie sur le travail collaboratif avec quelques outils. C'est une fiche là qu'on va encore remettre à jour. Qui dit outils numériques dit mise à jour constante. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, je pense qu'avec ces 2 ressources, vous aurez de quoi faire. Et si vous, plus globalement, vous vous posez des questions sur quels outils collaboratifs, il y a un site internet qui s'appelle monparcourscollaboratif.fr qui est hyper bien fait et qui permet vraiment de détailler les questions qu'il faut se poser en fonction de ses besoins. Je vous le mets là aussi dans le chat. En tout cas, allez y jeter un coup d'œil parce que c'est très bien fait. Super. Je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat, mais est-ce qu'il y en a qui souhaitent peut-être activer leur micro, poser des questions, avoir quelques remarques, ce genre de choses? Tu as été parfaite, Zoé, donc du coup, il n'y a pas de questions. Fantastique. Bon, en tout cas, si jamais vous aviez des questions par la suite, Faustine pourra vous partager mon contact. N'hésitez pas là non plus à m'envoyer un petit mail, je serais ravie de pouvoir vous aider. Eh bien, écoutez, avec seulement 3 minutes de retard, bravo Zoé, franchement, tu as géré. Merci à tous. Ouais, je vois des applaudissements. En effet, j'applaudis également. Merci à tous pour votre participation, en espérant avoir répondu en tout cas à vos besoins pour aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, je vous donne rendez-vous peut-être cette semaine pour ceux qui sont inscrits à d'autres ateliers. En tout cas, le replay sera disponible sur notre page Facebook ce soir. En tout cas, je l'espère si je n'ai pas de soucis d'intégration, mais parce que qui dit outil numérique, pour avoir l'habitude, des fois, on a des mauvaises surprises, des fois sur des traitements. Mais donc voilà, n'hésitez pas de revenir vers nous. En tout cas, c'était très plaisant de vous savoir d'un petit peu de partout, en tout cas en métropole et en dom-tom. C'était très agréable de se dire qu'on était un petit peu de partout aujourd'hui. Donc voilà, passez à tous une très bonne après-midi et puis une bonne semaine et merci encore pour votre participation. Très bonne fin d'après-midi à vous. Au revoir. Plaisir. Au revoir.